réponse. Et je sais par exemple qu'autrefois, un enfant naturel ne pouvait pas entrer dans la carrière. Il ne pouvait pas être diplomate, il ne pouvait pas être amiral, il ne pouvait pas être je ne sais pas quoi. Donc déjà, j'aurais pas pu être de ce côté-là. Après ça, j'ai eu une condamnation qui m'empêchait d'être facteur, d'être gendarme, d'être etc. Bon, après ça, j'ai été tubard, j'avais 8 côtes en moins, alors je ne pouvais plus être terrassier, etc. Qu'est-ce que je fous, je suis écrivain. Vous comprenez? Première enfance, placé en nourrice en Pays de Loire, au son d'aimables comptines. Margot t'en va, avec son cruchon. Ah oui, ça c'était les comptines quand on est gosse. Et là, celle-là m'a valu de me faire botter le cul par un curé. Voilà. Alors ça disait, il y a Jésus-Christ qui a eu une caquette qui est pas plus grosse qu'une allumette. Elle lui sert pour faire pipi, vive la caquette à Jésus-Christ. Je suis ce qu'on appelait à l'époque un enfant naturel, c'est-à-dire que je n'ai jamais connu que ma mère. Bon. Et j'ai été placé quand j'avais 15 jours, je suis né en 1925, le 17 décembre, dans le 15e arrondissement. Donc je suis parisien quand même. Hein. Et puis j'ai été placé ici chez des gens qui s'appelaient Trimouille, très braves gens, des pauvres. C'était cette maison qui a été considérablement améliorée par les gens qui l'ont habitée. On suivait les travaux des champs. Je crois qu'on était très vite incorporés à la vie. Je crois que ça, c'était important. Et j'ai eu longtemps une nostalgie de Bellegarde et du Loiret. Et j'ai eu longtemps dans ma tête l'idée que j'aurais voulu être paysan. Et ce genre de travail qu'on faisait là, je sais que le père Trimouille, sans le vouloir, il avait une méthode d'éducation qui n'était pas mauvaise. Là, derrière le champ, derrière sa maison, il y avait un peu des petits pois, il y avait des haricots verts, et il m'avait donné un petit coin à moi. Et je faisais pousser mes trucs. Et alors, quand ça avait mûri, et quand on les mangeait, c'était formidable, c'était moi qui les avais faits. Hélas, il faut quitter le merveilleux père Trimouille. Alphonse doit faire la rentrée des classes 1932 à Paris. Il va désormais vivre dans le 13e arrondissement, auprès de sa grand-mère. Un rude quartier, en vérité. C'était pas du tout la même pauvreté que la pauvreté paysanne. La pauvreté paysanne que j'ai connue dans le Loiret, on la ressentait pas, tandis qu'ici, c'était plus la misère. Ça me rappelle un tas de choses. Par exemple, quand on passe dans ce petit couloir qui n'était pas allumé, une des blagues qu'on faisait de temps en temps, c'était d'accrocher un rat. Alors les gens qui arrivaient, ils se coltinaient le rat dans la gueule. C'était une de nos blagues, ça. Alors voilà, la cour. Il y avait les chiottes, là. Et les chiottes avec une porte en bois. Je me rappelle, il y avait un type qui avait l'habitude de chanter dans les chiottes « C'est là que je voudrais vivre ». Alors ça nous faisait marrer. Un jour, on a pris des planches et puis on l'a enfermé, on l'a cloué. Avec ses copains, et surtout le petit accordéoniste Joe Dalat, dit musique, Alphonse pousse tant bien que mal, sans beaucoup de soleil ni de vitamines. Regardez-les bien, nos enfants des villes, nos enfants de Paris. Leurs torses sont bien maigres, et leurs joues pâlottes et leurs jambes grêles, mais ils vous sourient avec confiance. C'est un environnement de tristesse, de dureté, non? Oui, mais alors, en les revisionnant, comme on dit dans vos métiers, et en écrivant les souvenirs, il m'est resté des traits plutôt marrants sur eux. Alphonse emmagasine les personnages, tous ivrognes, affreux, sales et méchants, avec en fond les chansons d'époque. Quand on a commencé à voir la radio, il y avait Tino Rossi. Tino Rossi, ça a été la grande star. Et bon, pendant un temps, je me marrais comme ça, Tino. Et puis ma grand-mère adorait écouter Tino. Et je peux plus entendre Tino maintenant sans repenser à ça. C'était quoi les chansons de Tino? Bon, il y en avait d'extraordinaires. Il y a celles qu'on connaît, qui sont les Marinella et Chichi, que tout le monde connaît. Mais il y en avait avec des paroles. C'est un joyeux bandit qui de rien ne s'alarme. J'ai pas la voix de Tino. Sa voix dans le maquis attendrit les gendarmes. Sa voix pleine de charme les prend et les désarme. Et le joyeux bandit s'envole dans la nuit. Hopé, hopé, vive les gendarmes à pied. Vous comprenez, on n'invente pas des choses pareilles. Ça reste dans l'histoire. C'est un joyeux bandit qui de rien ne s'alarme.
voix dans le maquis attendrit les gendarmes, sa voix pleine de charme les prend et les désarme, et le joyeux bandit s'envole dans la nuit. C'était l'été 36, un été chaud. Là, vous avez les restes de l'usine Panhard, s'étendait jusqu'à la porte d'Italie presque. Et tout était autour de l'usine Panhard. Tu sais, l'autre fois, dans les villages, c'était autour de l'église. Là, c'était l'usine Panhard qui faisait vivre tout le monde. La plupart de mes petits copains avaient leur père qui travaillait chez Panhard. Ça devait pas faire une ambiance tellement de droite, ça, non? Ah non, ah bah, évidemment, c'était le quartier le plus à gauche de France. Je crois, aux élections de 36, il y a la plus forte proportion de communistes. Et le député, c'était André Marty, célèbre mutin de la mer Noire. Alors c'était le quartier rouge par excellence. Dans la région parisienne, l'occupation des usines métallurgiques par les ouvriers en grève n'a donné lieu à aucun incident. Le drapeau rouge a été arboré. Les revendications hippiques. Hippiques. Pour être heureux comme ma pomme. Et la vie a continué jusqu'à la grande catastrophe. Le colonel était de l'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant, pouleté du curé. Le chuteux était un fervent extrémiste. Le sergent, un socialiste. Convaincu, le caporal, inscrit sur toutes les listes. Et deuxième classe au PMU. Et tout ça, d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent-la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. En files interminables, les réfugiés continuent d'affluer sur les routes qui conduisent vers l'intérieur de la France. L'éruption soudaine des hordes hitlériennes leur a laissé à peine le temps de réunir les objets les plus précieux et les plus utiles. Ils fuient devant l'ennemi qui ne respecte ni la vieillesse ni l'enfance. Tout le monde avait les jetons à Paris. Alors je suis parti avec un copain. Parti sur un vélo, mais on filait vers le sud. Et quand je suis arrivé sur la Loire, alors là, c'était la grosse débâcle. Image ineffaçable, j'imagine. Hein. Alors là, c'est la troupe avec les bidons de pinard, c'est la troupe en log. J'ai vu à Sully et des choses comme ces scènes assez terribles, là. La cavale de l'Exode se termine quand, à peu près? Oh, elle se termine une 8-10 jours après. Ça fait une rentrée à Paris. Un Paris vide, un Paris extraordinaire. J'ai jamais vu Paris comme ça. Un Paris dont on ne mesure pas la beauté quand on ne le voit pas vide, entièrement vide. Le Paris de l'occupation était un Paris, je regrette de le dire, était un Paris qui était très beau. Il n'y avait plus d'automobiles. Il n'y avait plus de bruit. Les premiers temps, il faut dire que tout le monde a été pour le maréchal, même dans ce quartier qui était un quartier rouge. C'est après que ça a changé. Alors là, c'est Dassary, je crois, qui a créé la chanson Maréchal, nous voilà. Mais moi, je ne l'ai pas chantée, hein. J'étais pas à l'école, c'était dans les écoles. Maréchal, nous voilà. Tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Les boutiquiers foutaient la tronche du maréchal dans leur boutique. Il n'y avait plus rien à becqueter, mais il y avait le maréchal. Alors, il y a un passage dans Les combattants du petit bonheur qui est formidable. C'est que vous parlez évidemment des rutabagas, des topinambours, ouais. les soupes d'ortie, mais alors des trucs de plus en plus extraordinaires, les galantines aux résidus de poisson, oui. Les étranges sifflards dont on se demandait si c'était du chat, du chien. Oui. Ah ben, il y en a eu. J'ai même connu, moi, par la suite, en cabane, un mec qui avait été mis en tôle. Mais là, c'était pas à Paris, mais enfin, il avait fait des sifflards avec des Allemands qui butaient. Donc, on a mangé des nourritures tout à fait étranges. Heureusement,
il y avait la vie culturelle. Au Gobelin, il y avait plusieurs cinémas, et dont l'un était un ancien théâtre, d'ailleurs le théâtre des Gobelins. Maintenant, c'est devenu ce qu'ils appellent un complexe cinématographique avec plusieurs salles. Mais là, il y avait une grande salle avec 4 étages, des balcons. Et là, alors, le spectacle était dans la salle. On passait un film. Bon, pendant l'occupation, par exemple, on s'effadait pas mal. Une espèce de film de reconstitution historique, c'était des films italiens. Bon, alors là, dans la salle, au lieu d'ouvreuses, il y avait des ouvreurs. C'est-à-dire, on prenait des ouvriers des usines du coin qui se faisaient un petit supplément pour vendre les chocolats glacés, parce qu'il y avait trop de castagnes dans le cinéma. Alors eux, ils arrivaient à séparer les combattants. Alors tout se passait dans cette salle. Donc on gonflait les capotes anglaises qui passaient devant l'écran, ça gueulait, on engueulait les protagonistes du film, le traître, le salaud, etc. Il y avait des accouplements sexuels les plus bizarres au 2e ou 3e étage. C'était là que se passaient les gens qui s'enfournaient, là, ils allaient là-haut. Et puis en bas, c'était plus bon enfant, mais au rez-de-chaussée, ils prenaient tout sur la gueule. Alors on achetait jusqu'à des rats, on a acheté les mecs, et ils glaviotaient aussi sur ceux du rez-de-chaussée. Alors les mecs qui prenaient un clavio grimpaient pour se castagner, ceci pendant le film. Et aussi, on allumait, alors pendant l'occupation, on allumait la lumière pendant les actualités. Parce que là, ça risquait de gueuler quand on voyait Hitler ou Mussolini ou je sais pas quoi. Alors, 1941, la grande rencontre entre Alphonse Boudard et le monde du travail. C'est-à-dire que je suis entré dans une maison qui s'appelait de Berny-Peignot, qui était une fonderie de caractère. Je passais d'une machine à l'autre. J'ai coulé des interlignes, j'ai fait des courses beaucoup. On m'envoyait faire les courses comme j'étais le jeune. J'étais surtout le grouillot, je faisais un peu n'importe quoi. J'apprenais pas grand-chose parce que c'est pas que j'étais pas doué, c'est que j'étais un petit peu flemmard et que j'essayais de tirer au cul de tous les côtés. Ça, c'était ma grande doctrine. Ça n'a pas été une rencontre épouvantable, le monde du labeur, le monde du travail Ce qu'il y avait d'épouvantable à l'époque, c'est qu'on crevait la dalle, qu'on partait dans le petit matin dans le métro, qu'on avait froid, qu'on n'avait pas beaucoup à bouffer. Alors ça a ajouté à la pointeuse et puis au boulot. Mais dans l'explication du glissement progressif vers la délinquance, il n'y a pas aussi ça? Oui, j'ai dit ça, je l'ai écrit dans un de mes bouquins, je crois, dans Les combattants du petit bonheur. Il y a eu un moment où je me suis dit, je ne veux pas faire ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de partir, j'ai envie d'aller vers des aventures. Et c'est pourquoi j'ai été assez facilement, d'une part fasciné par tout ce qui était la résistance, la France libre, etc. Et que je suis parti un beau jour vers le maquis. D'ailleurs, la résistance, ça a commencé ici, non? Ça a commencé dans ce climat, puisque il y avait des gens qui faisaient des tracts. Et j'ai été accroché par eux, et je les ai aidés. Et j'ai fait de la distribution de tracts. Vous avez failli vous faire piquer, d'ailleurs, non? Oui, j'ai failli me faire piquer un jour. C'était dangereux, cette histoire. C'est rien du tout de balader des tracts. Aujourd'hui, au fond, on risque pas grand-chose. Mais là, on risquait tout simplement de se retrouver dans un groupe d'otages et puis de se faire flinguer. Alors, quand rétrospectivement, je pense à ça, je me dis quand même, vaut mieux arriver à 60 piges.